Bonjour et bienvenue à cette série d'émissions d'intérêt public au cours de laquelle notre hôte Joël Monzé, docteur en neurosciences, et moi-même, Martine Laval, nous discuterons et échangerons avec nos invités afin de trouver des solutions ou des alternatives pour faire tourner le vent sur des sujets qui nous interpellent. Question de simplement s'inspirer, penser globalement, agir localement. Le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'éducation? Nos invités, Véronique Dalpé. Bonjour. 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 Thierry Pardo. Bonjour. 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 Et Jade Dufort. Bonjour. Bonjour. Bonjour Joël. Bonjour à tous et à toutes. Tu nous lances sur ton sujet. Et oui, en fait, j'avais envie d'aborder c'est quoi l'éducation. Il y a quelque chose qui me fait toujours sourire quand je vois ministère de l'Éducation. C'est parce qu'il s'occupe de l'école. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça ministère de l'Éducation? Est-ce que ce ne sera pas plus le ministère de la scolarisation? Est-ce que la scolarisation et l'éducation, c'est la même chose? Quand on voit de plus en plus à quel point nos enfants, pour réussir à l'école primaire, doivent être sous médication, on sait qu'aux alentours de 15% de nos jeunes sont sous médication, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation, de scolarisation qui est là? Est-ce qu'on comprend nos enfants aujourd'hui? Est-ce que les programmes sont encore adaptés? J'ai un peu l'impression parfois, quand je vois la manière dont les écoles sont orchestrées, c'est qu'on fonctionne pour créer ou pour former des employés du mois. Et puis c'est parfait, on a besoin des employés du mois, mais on est dans une société où de plus en plus, on va avoir besoin d'entrepreneurs. Est-ce que notre système scolaire répond à ce besoin, d'un point de vue économique, d'avoir des futurs entrepreneurs? Est-ce que si on avait éventuellement un système scolaire qui répondait un peu mieux aux besoins d'entrepreneurs, on répondrait plus aux besoins des enfants, des garçons surtout? Donc c'est un peu ces questions-là que j'avais envie d'aborder. C'est un sujet qui est très large, c'est volontaire et je pense que nos trois invités vont vraiment nous aider aujourd'hui à pouvoir commencer au moins à faire un peu de la lumière là-dessus. Surtout que nos trois invités, en fait, ont pris un virage. Carrément. Tous les trois dans le monde de l'éducation, ou en tout cas professionnels de l'éducation, ont décidé à un moment donné de changer, de tourner. Ils n'acceptaient plus, ça ne répondait pas aux attentes, on voulait aller ailleurs. Voilà. Alors que, comme Jade le dit, l'enfant est le joyau de notre société. Nous sommes à son service, finalement, pour le voir bien évoluer, en faire des adultes de demain heureux. Donc, on va parler de vos virages. Véronique, qu'est-ce que vous avez décidé de faire, vous, comme différence? Moi, j'enseigne en maternelle, puis justement, on appelle ça l'éducation préscolaire. Puis tantôt, Joël mentionnait éducation versus scolarisation. Puis elle est là, la différence. Puis moi, ce que je remarque, c'est qu'au préscolaire, on prend un virage beaucoup scolarisant, beaucoup plus scolarisant. Mais il faut se ramener au programme qui est vraiment axé au niveau des compétences chez les enfants. Puis c'est vrai que de plus en plus, on répond aux besoins des adultes de vouloir contrôler par les enfants, plutôt que de partir des enfants, de les observer puis savoir de quoi ils ont besoin vraiment. Puis moi, le virage que j'ai eu vraiment important, c'est quand j'ai rencontré une enseignante retraitée, et une enseignante qui a passé toute sa carrière en maternelle 4 ans, puis qui est venue m'aider dans ma classe un jour, puis qui m'a dit, bien, c'est la grand-mère d'une de mes élèves, puis elle m'a dit, j'aimerais ça revenir t'aider, mais pour des projets un peu plus créatifs. Puis là, ça m'a vraiment ébranlée sur le coup, j'étais un petit peu insultée, mais après ça, je me suis dit, j'ai quelque chose à apprendre de ça. Puis finalement, je me suis rendu compte, elle a complètement bouleversé ma façon d'enseigner puis d'éduquer parce que je partais toujours d'un projet, je partais toujours de ma planification pour aller vers les enfants. Puis maintenant, je fais complètement l'inverse. Je mise vraiment sur la créativité puis sur le besoin de liberté de l'enfant et ça fait toute la différence. Les enfants sont tellement plus heureux. Ça a l'air très banal, mais si on part, par exemple, d'un ballon, on va dans le gymnase, puis je veux travailler avec le ballon, bien,
au début, je partais vraiment de moi, ce que je pensais qu'on pouvait faire avec un ballon. Mais finalement, si on se met à demander aux enfants, c'est eux qui le savent parce que c'est à leur niveau. Ils vont me dire quoi faire avec le ballon. On peut le lancer, on peut faire toutes sortes d'affaires, puis ils vont me dire des choses que j'aurais pas pensé. On va le kicker le plus loin possible, des choses comme ça. Donc, bref, pour revenir à la question, ça a été vraiment ça mon virage. Maintenant, j'enseigne, j'éduque les enfants en partant d'eux, peu importe les résultats, parce que le plus important, c'est pas le résultat, puis c'est pas ce que je vais afficher de ce qu'ils ont fait, mais c'est vraiment tout le chemin parcouru. Mais dans le fond, moi, comment j'ai été éduquée à l'école, puis comment on m'a enseigné, c'est en partant d'un modèle, puis à faire comme le modèle. Bien, ça a été très difficile pour moi quand même de tasser ça, puis de le faire comme cette enseignante passionnée m'a appris. Mais une fois que j'ai fait ça, jamais j'ai été capable de revenir en arrière parce que j'ai vu les enfants, j'ai vu les étincelles dans leurs yeux. Il y a eu un autre éveil. Oui. Jade, tu es complètement sortie du système. Finalement, tu as décidé, toi, de prendre une pause. Exact. Pourquoi? Ah, bien, ça naît d'une expérience que j'ai vécue avec des élèves pendant une année. Ça a été une année spéciale. Ça a été l'année 2020-2021, en pleine pandémie. En plus. J'ai ouvert une école alternative dans mon milieu avec les parents, d'autres enseignants, une directrice extraordinaire qui me donnait carte blanche pour innover, pour être avec mes élèves, les amener là où on avait envie d'aller. Donc, j'ai osé prendre le temps, surtout pendant cette année-là, de les connaître. Je me suis donné le temps qu'il fallait pour installer une dynamique de groupe où j'allais sentir que mes élèves se sentaient comme faire partie entière, intégrante de son milieu. Il y avait la place pour le faire, j'avais envie qu'ils le sachent. Donc, j'ai misé énormément là-dessus, prendre le temps avec mes élèves. Il faut dire que j'en avais pas beaucoup, j'en avais seulement 12. Ça m'est jamais arrivé en carrière. Puis je me faisais souvent dire par mes collègues que ça m'arriverait jamais. Tu sais, c'était vraiment, fallait que j'en profite. Donc là, on est allé dans les projets, mais comme Véronique, partir d'eux, partir de leurs intérêts. Mais aussi, ça me permettait de les observer, de mieux les comprendre, de les entendre, d'être à l'écoute. Je sentais vraiment que je pouvais faire une différence parce que j'étais vraiment là, puis j'avais l'énergie pour être là avec eux. Puis j'ai vu des enfants heureux. Oui. Mais je savais que ça n'allait pas durer. J'avais une grande cour ouverte sur la forêt. Les clôtures ont commencé à être installées parce que l'école a commencé à s'installer à proprement dit. Plus d'accès à la forêt. Je sentais que le programme allait m'être imposé d'une certaine façon. Donc, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'incohérences puis que j'allais plus pouvoir offrir autant. Alors, j'ai préféré... Mais c'était une école alternative. Pourquoi est-ce que le programme avait... C'est le même programme dans une école alternative que dans une école traditionnelle? Oui, c'est le même programme. C'est juste que... Comment dire? C'est qu'en fait, la direction a changé, puis elle n'avait pas une vision nécessairement alternative. Je veux dire, elle a un très beau bagage, c'est une excellente personne, mais elle n'avait pas le chapeau alternatif. Donc, elle ne comprenait pas nécessairement cette vision-là, puis ça, c'était ressenti. Donc, ce n'est pas ce qu'elle voulait pour son école? Bien, c'était pas naturel. C'était pas naturel. Est-ce qu'elle voulait en changer la mission d'alternative, en faire une école plus non, je pense ordinaire? pas, mais c'est des fois dans la façon d'instaurer ou de mettre en place des choses, dans les choses, comment elles sont nommées. Aussi, les parents, j'ai adoré travailler avec les parents, mais là, ils étaient de plus en plus bloqués à venir en classe. Il y avait de moins en moins leur place, de moins en moins de place pour nommer les choses aussi. Donc, il y avait une vision qui n'était plus nécessairement claire. Par contre, avant de vous emmener vers mon troisième invité qui, lui, a vraiment créé son monde, j'ai l'impression, il nous en dira plus long, on va prendre une petite pause.
une perspective où on attend dans le milieu scolaire commun. On attend de la performance des enfants, on attend qu'ils se conforment à un certain cadre, qu'ils évoluent selon ce que nous décidons, la vitesse à laquelle nous décidons qu'ils devraient évoluer, enfin, dans ma perception. Donc on parle d'une petite idée qu'on a de l'enfant et on oublie de regarder l'enfant? Oui. Okay. Mon troisième invité va complètement ailleurs. Ça ne vous allume pas, ça. Vous avez décidé d'avoir votre propre façon de faire et c'est ce qu'on appelle le unschooling. On vous écoute, Thierry Pardo. Merci. Moi, je pense que le privilège que j'ai par rapport à plein d'autres, c'est que j'ai toujours été un mauvais élève, moi, en fait. Bon, j'ai eu mon doctorat, tout va bien, là, mais n'empêche que j'ai quand même toujours été un mauvais élève, en fait. Et en tant que mauvais élève, le système, il te roule dessus, en fait. Et alors, si tu as un minimum d'amour-propre, qui n'est pas évident à construire dans ce cadre-là, et que tu te dis, je ne suis pas aussi idiot que ce qu'ils essayent de me faire croire, tu es obligé de trouver d'autres façons de faire. Et puis, ça, je l'ai expérimenté, moi, en tant qu'enfant, mais je l'ai aussi expérimenté beaucoup en France. J'étais avec des classes vertes, ce qu'on appelle. Alors, le mot existe ici, mais c'est pas tout à fait la même réalité. À l'époque, moi, il venait 3 semaines, en fait. Donc, il dormait là, et ça. Donc, c'était pas une sortie à la journée, là. C'était vraiment 3 semaines. Et donc, on avait le temps d'aller 5 fois à la mare, ramasser des grenouilles, etc. Puis, ils se rendent compte que c'est pas forcément, enfin, c'était pas les premiers de la classe ou les premières de la classe qui étaient les plus... Les mains dans la boue. Voilà, c'est ça, etc. Et donc, finalement, de laisser des chances d'avoir d'autres types de compétences que les 2 ou 3 qui sont demandées par le système, eh bien, ça pouvait quand même aider. Donc, moi, ça m'a aidé à me dire, finalement, si je fais la liste de ce que je sais pas faire, qui est demandé à l'école, en fait... J'avais ce sentiment que tout ce qu'on me demandait, je ne savais pas le faire, et tout ce que je savais faire, on ne me le demandait pas, quoi. Donc, donc c'était un peu... frustrant, oui. et alors, où on peut, comment dire... Effectivement, ça paraît marginal par rapport à une norme scolaire, parce que bon, ça fait des ravages, l'école, alors on a cette norme-là, mais en fait, le unschooling, si on veut le définir en une phrase... si vous avez voyagé avec vos enfants, par exemple, que vous êtes parti 3 mois, je ne sais pas où, n'importe où, et que je vous demande au retour, mais est-ce que vous avez fait des cahiers, est-ce que vous avez fait des présentations PowerPoint, monté des projets, ou je ne sais pas quoi, vous avez dit non parce qu'on était en vacances, vous n'avez donc rien appris. Et si je vous dis ça, vous comprenez que ma phrase est ridicule. Donc à partir du moment où on met cette dynamique-là dans la vie de tous les jours, on apprend, on évolue, on grandit, on fait plein de choses, mais sans jamais avoir à passer par le dispositif scolaire. Et là où je te rejoins, Véronique, par rapport à ce que tu disais, c'est que c'est sûr qu'au début, un jeune prof souvent se cache derrière ses fiches parce que voilà. Mais c'est rassurant en fait. Ouais, ben oui. Parce qu'on nous le demande aussi. Oui, on le demande. Il y a un système qui le demande. C'est une structure qui rassure parce que d'être professeur, c'est pas facile de gérer une classe. Tu sais, tu as 20, 25, 30, 35, 40 élèves selon le niveau où tu es. Donc c'est certain que la structure va devenir rassurante pour le système et pour le professeur. Parce qu'en fait, comme la structure, le système scolaire ne peut pas exiger le talent, donc il exige la conformité, en fait. Donc le talent, il faut arriver à le faire passer devant, que ce soit pour un enfant ou pour un enseignant, en fait, c'est ça. Et donc, pour finir avec ça, c'est que moi j'ai tout de suite mesuré, dans ma qualité de mauvais élève finalement, qu'il y avait des intérêts contradictoires entre les enseignants. Et c'est un peu l'angle mort finalement c'est-à-dire que quand tu vas en nature par exemple avec des enfants et que tu fais ton cours au champ ou dans les bois, finalement ça se passe comme toi tu as prévu, mais évidemment tu enlèves tout ce qui aurait pu se passer si finalement tu n'obtiens que ce que tu as prévu d'obtenir finalement. Alors que si tu laisses les enfants explorer par eux-mêmes et que tu reviens, tu fais la liste de tout ce qu'ils ont vu, tu vas voir qu'ils ont couvert
toute une panoplie de sujets que toi, tu n'aurais jamais pu couvrir avec ton propre cours, qui aurait été juste de l'information finalement. Donc une fois que tu as compris ça, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de non-retour en fait. Il n'y a pas de retour en fait. Moi, ça m'emmène une question à savoir, est-ce que d'apprendre la vie ou d'apprendre à travers les expériences de la vie, ce n'est pas apprendre de toute façon? Est-ce que, bien sûr, on n'apprend pas 1 + 1 font 2 peut-être à ce moment-là, mais peut-être qu'une grenouille a une autre grenouille. En effet, ça fait bien 2 grenouilles. J'ai 2 grenouilles. Mais sortir du cadre ne veut pas dire qu'on n'apprend pas finalement. Et surtout quand on parle des petits. C'est pour ça que je dis souvent qu'à l'éducation préscolaire, c'est un modèle qui devrait être calqué un peu pour le reste de la vie, parce que dans le fond, l'éducation préscolaire, c'est qu'on apprend, c'est l'école de la vie. On apprend de la nature, on fait pousser des plantes, on va parler d'un fruit avec un fruit, on va apprendre les couleurs, les formes, les textures, les 5 sens. Fait que tout commence là, les habiletés sociales, la confiance en soi, ça devrait se poursuivre toute la vie. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'après le préscolaire, les enfants ne peuvent plus se déguiser, ne peuvent plus faire d'expériences. Donc, c'est pour ça que moi, j'encourage vraiment de continuer ces apprentissages-là pour la vie, finalement. Oui, c'est ce que tu disais, toi aussi, d'ailleurs, Jade, parce que tu étais avec des petits aussi. Oui. Et c'est ce que tu voulais. Est-ce qu'on pourrait les laisser explorer, chercher, se développer de cette façon-là? C'est un apprentissage, c'est tout un apprentissage dans un milieu où on n'est pas avec la famille, avec papa, maman. On est avec des amis. Déjà, on sort de son cadre familial et de la maison et on est avec des étrangers, mais encore faut-il que ce soit agréable et non pas, oh, OK, il faut qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, on peut plus faire ci, on peut plus faire ça. C'était ça un peu ton point, non? Oui, effectivement. Puis pendant un colloque sur les écoles alternatives, j'ai rencontré une enseignante, puis elle m'avait dit, tu sais, moi, j'ai mon programme en tête. Puis c'est ça qu'elle dit, aie ton programme en tête, puis après ça, va là où tes élèves ont envie d'être. Puis quand que tu vois quelque chose qui émerge dans ta classe, quand les élèves arrivent avec « Oh, Madame Jade, est-ce que tu sais ce que j'ai vécu en fin de semaine? » Puis prendre ça au rebond. Puis là, j'ai mon programme. OK, on peut faire plein de liens, on y va, on se lance. Par contre, c'est quand même insécurisant. Des fois, j'avais un programme pour ma journée, mais souvent, je sortais de mon programme, de ce que j'avais planifié, parce que j'avais envie de partir d'eux. Donc, là, on rejoint leur intérêt, ils sont motivés à apprendre. Il faut les arrêter presque, tu sais, pour dire, OK, ben là, il faut y aller. Donc, quand j'ai fait ce virage-là, moi aussi, j'ai senti que, OK, je touche à quelque chose de vraiment intéressant, sauf que est-ce que je peux te dire qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Non. Puis je ne peux pas rendre compte à ce niveau-là. Donc, c'est là où, moi, c'est incohérent. J'avais de la difficulté avec ça. Et les enfants sont tellement créatifs de nature que finalement, ils créent leur propre programme, non? Ils inspirent. Énormément. Ils sont inspirants. C'est fascinant. Et ils ne vont pas dans l'ordre des choses. Faut-il avoir un ordre? Mais ils ne vont pas dans l'ordre des choses. Ils sont spontanés, ils sont vifs. Donc, c'est probablement, moi, quand j'entends unschooling, c'est comme on sort de l'école, on sort du cadre scolaire, c'est ça que j'entends, c'est comme on fait l'école sans faire l'école. Mais le mot, en fait, est déjà mal propre, parce qu'on définirait quelque chose parce que c'est pas. Donc, c'est un peu... bon, on devrait pouvoir trouver des meilleurs mots, mais disons qu'on fait des apprentissages, en fait, et on se fout un peu de savoir ce qui se passe à l'école, en fait. Voilà, on est ailleurs, quoi. Mais c'est ça qui est assez fou si on veut se trouver une solidité dans ce discours-là qu'on a, parce que ça paraît être un peu décousu, mais ça ne l'est pas du tout. En fait, si on prend à la fois les grands pédagogues du siècle dernier, mais si on prend, même si on remonte à Confucius, ou plus le maître enseigne, moins l'élève apprend, etc., il y a des choses comme ça, et qui sont confirmées aujourd'hui par les neurosciences, notamment. Donc on a des millénaires, quasiment, de gens qui ont dit les mêmes choses. Et alors, si au milieu de ça, on continue à faire les horaires, le programme qui ont été installés pendant la Grande Noirceur, on a un problème, en fait. Je veux dire, c'est ça, c'est-à-dire, voilà, quand je parlais d'intérêt contradictoire, on comprend très bien qu'un enseignant, au moment où il commence son cours, qui n'est pas un spectacle, mais qui est quand même quelque chose qui a eu un début, une fin, etc., eh bien, c'est pratique pour lui d'avoir
tous les enfants ici, assis, tournés vers lui, etc. Mais ça veut dire qu'il y a un point aveugle là-dedans, c'est qu'on ne sait pas sur quelle guerre, enfin, il ignore sur quelle guerre repose cette paix scolaire. Et la guerre, c'est les 1h30 qui sont passées avant, avec lève-toi, allez, dépêche-toi, finis tes céréales, etc. Et donc, un enfant mal réveillé qui débarque là, et à qui on va dire, ben maintenant, tu vas faire des apprentissages. Non, juste, je finis avec ça, c'est qu'on voit passer dans les écoles, cette année, nous serons à cheval ou en tout attentifs à la ponctualité, parce que ça va permettre un meilleur apprentissage. Non, ça va permettre un meilleur enseignement. Ce qui ne veut pas dire un apprentissage, parce que les enfants ne seront pas réveillés, on a coupé leur cycle de sommeil. Donc, et quand on a mis le doigt... C'est la structure qui répond aux besoins des enfants, besoins des chauffeurs de bus, des besoins d'adultes, et on oublie complètement que l'enfant là-dedans n'a pas nécessairement le même rythme. Mais moi, je veux qu'on revienne après la pause au rythme des enfants. C'est très important. On ne les entend pas, on ne les écoute pas, on les met dans un cadre et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je ne veux certes pas oublier le virage que Joël Monzé a probablement pris lui aussi. Oui, mais en fait, j'aimais beaucoup vous entendre, en fait, tous les trois, parce que quelque part, quand tu parles de classe verte, j'en ai animé pour mes élèves à l'époque où j'étais encore en Belgique, mais j'ai eu la chance de faire mon bac en éducation dans une école qui était vraiment très particulière et qui nous poussait beaucoup à sortir de la boîte. Je me souviens d'entre autres, le prof qui m'avait le plus inspiré pendant mon bac, il disait quand vous avez un projet, mettez toutes vos idées sur la table, n'essayez pas de voir si c'est réaliste ou pas, mettez-les sur la table. Après, vous faites le tri, parce que sinon, vous allez vous empêcher d'imaginer. Et c'est son enseignement, lui, il enseignait les sciences à travers tout ça. Son enseignement, je l'ai tellement appliqué dans plein de choses. Puis j'ai eu la chance de pouvoir faire des stages dans des écoles où on me laissait la possibilité d'explorer les choses. Puis en Belgique, contrairement au Québec, où le professeur sort de la classe quand il y a le stage, la plupart du temps, en Belgique, pour une question d'assurance, il doit rester dans le fond de la classe. Et je me souviens d'une enseignante qui, je suis resté dans sa classe pendant 3 semaines, elle me dit: qu'est-ce que tu fais à mes élèves? Je ne les reconnais pas. Je ne comprends pas. Elle a vu un changement simplement parce que je partais à travers un projet de l'envie des enfants, de ce qu'ils avaient envie, de ce qu'ils étaient. Je n'avais pas de problème de discipline. Tu sais, c'est très rare que j'avais des problèmes de discipline parce que les enfants étaient mobilisés à travers ça. J'ai monté 2 entreprises avec des élèves de 6e année primaire dans lesquelles j'ai intégré toute la matière. Donc oui, l'objectif, c'est de faire une entreprise et chacun trouve en fonction de ses forces, d'accord, ce qu'il a envie de faire. On apprend les mathématiques, on apprend à écrire une lettre parce que, tu sais, que je fasse de l'orthographe ou une dictée en reprenant un texte de Pagnol ou en écrivant une belle lettre pour demander une autorisation XYZ, tout était fictif, mais les enfants embarquaient là-dedans. Puis, tu sais, il y a une école qui entend parler de ce que je fais. Je n'avais pas fait de stage dans cette école-là et ils m'engagent, en fait. Et à ce moment-là, je démarre, tu sais, professeur en 5e année primaire, je suis titulaire de classe. Puis la plupart des choses, ça marche relativement bien. Mais l'année de la 5e année primaire en Belgique, c'est l'année la plus difficile au niveau du français. Mais comment mobiliser mes élèves? Même moi, j'avais du plaisir à enseigner l'histoire, la géographie, les mathématiques, les sciences. Mais enseigner l'orthographe, ça a d'ailleurs été une plaie pour moi pendant longtemps. Je suis bien meilleur en orthographe aujourd'hui, après les quelques livres que j'ai écrits, qu'à l'époque où j'enseignais. D'accord? Mais je me suis dit, OK, si je montais un film avec eux, et donc je leur avais montré le film L'Histoire sans fin, qui aboutissait pour les enfants à, écoute, si on n'a pas la créativité, le monde de l'imaginaire va s'effondrer. Je dis, ça vous parle? Si nous, on crée notre propre film. Et donc, au départ de cette idée-là, on a monté un film qu'on est allé tourner en fait dans un vieux château quelque part en Ardennes et c'était vraiment tripant pour les élèves. Et c'était une classe d'enfants qui était démobilisée en début d'année, qui avait de plus en plus de difficultés à ne pas
venir le plus tôt possible à l'école et repartir. Donc, quand je faisais l'étude le soir, il voulait rester à l'étude parce qu'il voulait rester le plus longtemps possible avec moi. Le seul problème, c'était un clash. Et puis ça, je pense que tu l'as vécu un peu, c'est que quand on fait ça, moi, j'y allais avec ma fougue, j'avais 22 ans, j'étais plein d'espoir, je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire. Et pour moi, le bien-être de l'enfant était primordial par rapport à tout le reste. Le problème, c'est les autres. C'est que pour les autres élèves, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme M. Joël? Puis il y a les parents qui voient, mais pourquoi est-ce que vous, Madame une telle ou Monsieur un tel, vous ne faites pas ce qu'on fait en 5e? Donc ça a mis une pression énorme sur mes collègues qui n'ont pas été capables de la gérer, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, j'ai commencé à subir beaucoup de pression pour rentrer dans le rang. Et en l'espace d'1 an, je suis passé d'un enseignant extrêmement motivé, mobilisé, à un enseignant, je savais que si je restais dans ce milieu-là, j'allais mourir. Pas mourir d'un point de vue, comment dire, physique, mais mourir intellectuellement. Et donc, en fait, c'est ça que cette expérience-là m'a ramené vers les neurosciences, m'a ramené vers l'enfant. J'ai dit, OK, ce que je faisais intuitivement, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu me servir pour faire ça? Et puis aujourd'hui, je tripe à enseigner à des enseignants parce que je leur transmets justement comment fonctionne l'enfant. Et je leur dis, je ne vous dirai pas comment enseigner les maths et le français. Par contre, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils résistent. Pourquoi est-ce qu'ils se désorganisent? Et peut-être que grâce à ça, ça va vous amener à transformer votre manière d'enseigner. Ce sera toujours des maths, du français, de l'histoire, de la géo, mais vous allez le faire autrement en tenant compte de l'enfant et en respectant le programme si programme il y a. C'est intéressant. Véronique, je sais que tu oses beaucoup plus maintenant. Je n'ai pas oublié le rythme de l'enfant. Mais vu qu'on est là-dedans, oser. Oser. Oser dans l'enseignement, oser faire différemment, faire ce qu'on pense, écouter l'enfant, jauger à qui on a affaire, tenter de les emmener dans un projet. N'est-ce pas ce que l'éducation devrait être finalement? Mais nous avons un cadre. Nous avons un cadre très, très, très spécifique. Toi, Thierry, tu es sorti du cadre complètement, puis j'ai bien hâte de savoir comment ça fonctionne et qui y répond. Hein? Qui est-ce qui répond à cet appel-là? Mais oser faire des choses différentes et qui sont probantes, qui fonctionnent, qui donnent de bons résultats. Est-ce que ce n'est pas, c'est pas tirer une sonnette d'alarme de dire est-ce qu'on peut réviser le système, est-ce qu'on peut réviser notre système scolaire, notre système d'éducation pour, encore une fois, mettre l'enfant au cœur? Je crois qu'on va devoir le faire parce que quelque part, les enfants ne sont plus les mêmes aujourd'hui que qui on était il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et je crois qu'un des éléments, on parlait tantôt du unschooling, mais il y a de plus en plus de parents qui voient que leur enfant souffre à l'école, qui décident de faire un choix personnel, familial. Parfois, c'est coûteux d'un point de vue financier parce que ça se coupe d'un salaire, mais de retirer l'enfant du système scolaire pour essayer de mieux accompagner l'enfant, surtout quand ce sont des enfants qui ont souffert à travers, souvent des enfants plus anxieux, souvent des enfants qui ont moins de confiance en eux, des enfants qui ont vécu de l'intimidation ou autre, se retrouvent en dehors du système. Et je crois qu'à un moment donné, peut-être que oui, il va falloir qu'on regarde un petit peu autrement l'éducation. Quand on parle de faire, par exemple, l'école à la maison, le unschooling et école à la maison, est-ce que ça se rejoint, Thierry? Est-ce que c'est un peu ça? Ou... L'école à la maison, c'est déscolariser les enfants. Le unschooling, c'est déscolariser les parents. OK, explique. Explication, s'il vous plaît. C'est-à-dire, il y a un côté administratif qui est de sortir les enfants de l'école et donc, ou de ne pas les mettre du tout. Et donc là, mais on pourrait faire ça et puis, comment dire, avoir un sous-sol aménagé comme une classe et puis faire vraiment des heures, des cahiers, etc., etc. Ça veut dire que là, on a déscolarisé l'enfant, mais pas le parent. Le parent, il continue à raisonner en termes de programme, d'école, de cahiers. Et il doit répondre à certaines exigences, n'est-ce pas? Alors, faire les examens, faire le programme, à votre façon peut-être, mais faire le programme. Oui, c'est ça. Alors ça c'est vraiment tout le dilemme. J'en ai discuté avec le ministre et c'est tout le dilemme parce qu'à partir du moment où
on sort de l'école, c'est pas pour faire exactement la même chose, d'accord? Ouais. Par exemple, il y a 1000 façons d'apprendre les mathématiques, on vient d'en parler, mais je veux dire, par exemple, l'histoire des mathématiques, ou je sais pas quoi. Bon, moi, on pourrait vraiment y aller sur plein de... Et or, le programme, en fait, nous dit, faites l'éducation que vous voulez, c'est comme la Ford T, faites des voitures de la couleur que vous voulez, pourvu qu'elles soient noires. À partir du moment où il y a un programme et qu'il y a un examen, alors l'éducation n'est plus libre, en fait. Et voilà. Et alors ça, c'est quelque chose qui a du mal à arriver. Alors ça, c'est vrai pour dans les classes, mais c'est vrai en dehors des classes. Et donc ce contrôle-là, cette exigence de conformité, encore une fois, qu'on vérifie que les enfants ne soient pas en souffrance et tout ça, tant mieux, c'est pas ça le problème. Par contre, il n'y a aucun parent qui s'oppose à ça. Par contre, nous imposer, comment dire, un enfant pourrait être un spécialiste de navigation côtière, d'astronomie et de pâtisserie, etc. Mais ça, c'est pas au programme. Alors du coup, là, ben, l'examen, ça marche pas. Voilà, c'est tout ça. C'est là-dedans qu'on se dit, ben, si on veut avoir une liberté, que ce soit à la fois pour les enseignants, mais à la fois pour les familles qui font l'école à la maison, eh ben, il faudrait qu'on reconnaisse cette forme de liberté. Parce que cette liberté, c'est une innovation et ça pourrait nourrir le système. Ça, on pourrait faire une espèce des états généraux où on dirait ben, qu'est-ce qui se passe dans les familles, qu'est-ce que vous faites, moi j'ai trouvé telle façon de faire, etc. Et les enseignants et les familles pourraient communiquer et s'échanger des façons de faire. Sauf que là... C'est ça le unschooling? Ah, mais c'est Est-ce que tellement ce serait ça le unschooling? Oui, ben, c'est ça. C'est de ne pas respecter nécessairement le cadre du ministère ou en fait de tout ce monde de l'éducation pour faire vraiment à notre façon sans que l'enfant ait à passer des examens. Ben, c'est là que les examens sont rendus obligatoires maintenant, depuis un an ou deux, là, depuis le dernier gouvernement. Alors, évidemment, on a beau faire avoir toute la liberté qu'on veut, il y a quand même qu'il faut se préparer à l'examen. Et là, ça crée beaucoup d'anxiété chez les enfants. Parce que, en gros, si je devais faire une caricature, un enfant en unschooling, c'est un enfant qui connaît toutes les constellations et qui ne sait pas lire. Voilà. Voilà. Alors... Voilà, j'arrive à l'examen, je ne suis pas conforme, mais ça ne veut pas dire que le test de lecture ne sera pas réussi, ça n'ira pas. Mais si on le faisait un test justement de lire les étoiles, l'enfant serait parfait. Puis, je connais une famille, par exemple, où l'enfant parle 4 langues, mais pas l'anglais. Donc, quand il se fait examiner, il dit alors l'anglais, non, mais je parle, ah oui, mais le catalan et je sais pas quoi, non, ça nous intéresse pas. C'est l'anglais qui est au programme. Alors, vous voyez, c'est tout ça qu'il faudrait vraiment remettre sur la table. Bon, alors réfléchissons. On va revenir, Joël, on va réfléchir là parce que ouf, école à la maison, unschooling, on vous revient. Sur ce que nous avons laissé tomber tout à l'heure, qui est le rythme des enfants. Je trouve intéressant, Thierry, ce que tu dis, parce que j'imagine que dans ta vision des choses, et puis je suis sûre que Véronique et Jade seront d'accord avec ce principe-là, le rythme des enfants. Tout à l'heure, Joël, tu disais en introduction, nos enfants sont finalement dans un cadre où ils doivent répondre aux horaires des autobus scolaires, etc. Là, Puis il y a des enfants qui arrivent à 7h30 à l'école qui parfois repartent 17h, 17h30. Voilà, les heures de la garderie, les parents, etc., etc. Le rythme de l'enfant, c'est terrible de lui dire, voilà, et comme on disait tout à l'heure, allez, dépêche-toi, on va être en retard, il faut que tu manges et tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors qu'un enfant, il a besoin de dormir, il a besoin pour être éveillé, justement, au programme. Qu'est-ce que vous en dites, messieurs, dames? Moi, je vous écoute, puis je viens de passer une journée dans ce contexte-là, dans le sens où, à mon école, il y a des enfants qui commencent à 3 ans, après ça, on a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Puis, à mon école, les enfants commencent dans un autre établissement. C'est ça que j'expliquais hors d'onde, là. Ils commencent dans un autre établissement, doivent prendre l'autobus, sac à dos, boîte à lunch, bouteille d'eau, rendre à l'autre place. À la fin, donc, passer toute leur journée à l'école avec des règles, des consignes. Et ensuite, ils doivent reprendre l'autobus pour se rediriger à l'autre établissement où là, les parents vont venir les chercher. À 4 ans, les enfants font ça à tous les jours. Donc, moi, là, ce qui me frappe le plus là-dedans, c'est de voir le nombre d'enfants qu'on dit en difficulté. On dit au préscolaire,
Moi, là, j'aurais la moitié de mes élèves qui seraient en difficulté. Comment on peut parler de difficulté quand l'enfant, il a tout juste 3 ans, 4 ans, puis on parle d'un programme de développement? Comment, à moins d'un handicap majeur, là, comment on peut parler de difficulté? Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ce terme parce que, dans le fond, on doit juste s'assurer de respecter son rythme, justement. Moi, j'ai des enfants de 4 ans, des enfants de 5 ans, puis déjà, ça fait une énorme différence. Moi, j'ai déjà lu un livre de Joël Monzé, justement, qui parlait du fait que souvent, on va catégoriser les enfants de 4 ans comme étant en difficulté, alors que c'est juste un manque de maturité neurologique. Donc, c'est toutes des choses, je pense, qu'on manque peut-être comme information. Un manque de maturité logique normale. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut avoir environ, dans une même classe à l'école primaire, environ 2 ans de différence d'un point de vue biologique. Parce qu'il y a ceux qui sont nés le 1er octobre et il y a ceux qui sont nés le 30 septembre. Nous, au Québec, le cut-off se fait le 30 septembre. Donc là, déjà, on a 1 an civil et on sait que 60% des enfants médicamentés avec le Ritalin sont nés en juillet, en août et en septembre. Et ça, j'avais retenu parce que je le vois dans le milieu. Et comment ça peut être. On voit que beaucoup d'enfants vont se mettre, en fait, en plus, on peut être un peu plus mature en français, mais un peu moins en maths, un peu plus en langue, mais moins en histoire ou en géographie, parce que c'est des apprentissages qui sont trop abstraits pour l'enfant. Donc, on peut avoir, d'un point de vue biologique, presque 2 ans d'écart entre les enfants, mais on les évalue aux mêmes dates, au même moment, avec la même stratégie, ce qui n'a pas de sens. Il y a des enfants qui ont plus de facilité en français, d'autres qui ont plus de facilité en mathématiques, et on ne tient pas compte des forces et des différentes intelligences de l'enfant. Et c'est ça qui... Tu sais, quand on parlait de l'école alternative, normalement, c'est ça que l'école alternative devrait apporter. La pédagogie par projet aussi, c'est de pouvoir remettre un petit peu le rythme de l'enfant au centre des apprentissages. Sais-tu que, par exemple, la latéralité, donc savoir si on est droitier et gaucher, à quel âge, à votre avis? Si tu as lu mes livres, tu dois le savoir. Entre 3 et 8 ans, genre? Genre entre 3 et 8 ans, exactement. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on sait que 80% des enfants sont latéralisés aux alentours de 5 ans. 10% de gauchers, 70% de droitiers. Mais il y a 20% d'enfants qui ne seront pas latéralisés avant 7 ans. Et ça, c'est une petite molécule qui doit se stabiliser à gauche ou à droite dans nos hémisphères et qui fait en sorte qu'on va être dans une dominance ou pas. Et souvent, ce seront des faux droitiers. Non, mais j'en fais partie, d'accord? Dans le sens que moi, j'ai eu en plus une maman qui est enseignante, donc elle m'a appris à lire et à écrire très tôt. Je suis parfaitement droitier, j'ai une belle calligraphie, mais quand il faut que je donne la droite ou la gauche, je suis complètement perdu. J'ai eu la chance, j'ai été capable de compenser ça. Mais il y a plein d'enfants qui n'arrivent pas à compenser parce que papa et maman se disputent, parce que papa et maman sont séparés, parce qu'il y a les horaires comme tu le racontes, parce qu'ils vivent dans un milieu qui est peut-être plus défavorisé, peut-être parce que papa aussi, maman et son médecin et qu'ils ne voient pas beaucoup, ils ont une nounou qui est extraordinaire, mais c'est pas papa et maman. Donc il y a plein de choses qui se passent dans la vie de l'enfant qui fait en sorte que ça va ralentir en fait le rythme de maturation, parce que quand l'enfant est stressé, ça ralentit les processus de maturation dans le cerveau. Donc la gestion du stress est particulière parce qu'on a besoin de stresser un enfant pour qu'il apprenne, pour qu'il ait envie d'apprendre, juste de poser une question, c'est un stress, d'accord? L'examen peut être un stress utile, mais trop de stress, l'enfant se désorganise. Et c'est là qu'on ne le voit pas toujours non plus, la désorganisation, parce qu'elle peut être neurologique et les synapses ne se font plus dans le cerveau. Les synapses, c'est les connexions entre les neurones. Et c'est ça dont on ne tient pas compte. Et on peut avoir un grand écart biologique sans que ce ne soit une problématique psychiatrique. Et ça, les enseignants ne sont pas formés à ça. On leur demande éventuellement de dépister du TDAH, dépister de la dyslexie, dépister de la dysorthographie, surtout à ton niveau, tu sais. Et on oublie simplement de donner les bons ingrédients pour que l'enfant... Et c'est là que le unschooling peut nous apprendre beaucoup de choses. La mère de mes enfants les avait amenés, on est des parents séparés, mon fils qui avait 5 ans, un orthophoniste, tout ça, en disant oui. Puis l'orthophoniste m'a dit « Ah, il a du retard. » Moi, je lui dis « Mais du retard par rapport à qui ?» Alors, il m'explique c'est quoi une moyenne et tout ça. Je dis, ah oui, donc il a du retard par rapport à cet enfant moyen qui n'existe pas. Alors, elle me dit, alors elle commence à m'expliquer. Je dis, mais vous en connaissez, vous, des adultes qui disent citron? Parce que le jour où je croiserai un adulte de 20 ans qui dit citron, c'est à la place de citron,
Ça va se placer. Je vais commencer à m'inquiéter, mais comme ça m'est jamais arrivé. D'ici Cron, il a 5 ans, voilà. Parce que ça finit par se placer. Puis Ben, moi, c'est quand on parle de dépistage, je suis vraiment comme un petit peu tannée d'entendre ce mot-là parce que dépister pour essayer d'aller trouver les difficultés, comme tu parles d'orthophonie, ben en bout de ligne, c'est parce qu'on finit par les catégoriser pour essayer de les faire rentrer dans le moule, tu sais. Rentrer dans le moule. Ça, c'est un très bon point. On va faire un petit bout de chemin sur ça, rentrer dans le moule. Nous sommes tous des êtres humains différents. On a tous des intérêts différents, des apprentissages, des façons de fonctionner, un rythme, etc. Mais il faut rentrer dans le même moule. Quel est l'intérêt? L'ordre, Ben, je la pense sécurité. que oui, ça Ah oui. vient d'un besoin de sécurité, surtout Pour qui? de l'adulte. La société, c'est-à-dire que si on se demande de quoi a besoin une société pour un peuple, une société, une nation, peu importe, pour se survivre à lui-même, à elle-même, eh ben, c'est d'enseigner. J'entendais hier, par exemple, que de la partie d'Ukraine qui est occupée par la Russie, là maintenant fait par les Russes, ils venaient de changer tous les manuels scolaires. C'est-à-dire que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que si on veut de quoi a besoin la société pour se perpétuer elle-même, d'endroits fermés où on va mettre tous les enfants du même âge, classés par date de fabrication, où on va leur expliquer que bon, voilà. Donc, mais si on se demande de quoi un enfant a besoin pour apprendre, c'est sûr qu'on ne peut jamais tomber sur ce genre de solution, en fait. Donc, le moule, il est donné, c'est pas les... En fait, on va le dire en une phrase, c'est pas les enfants qui ont inventé l'école, quoi. Non, c'est pas Oui, les puis enfants. il y a une chose aussi, c'est que ce qui nous aide peut-être pas là-dedans, c'est qu'on a eu une génération d'enfants rois. Tu sais, avant, on avait des familles de 13, 14, 15 enfants au Québec, jusque dans les années 60, 70, c'était beaucoup. Donc, on s'entend que la maman, elle faisait ce qu'elle pouvait pour pouvoir gérer la marmaille autour d'elle. Et on en est arrivé à une société un peu plus européenne, d'avoir 3, 4 enfants, parfois 2, parfois 1. Donc, il y a un grand investissement sur l'enfant et on confond besoin et caprice. Et quand on répond trop au caprice sans tenir compte du besoin qui est en dessous du caprice, ça fait un enfant roi. Et donc, c'est comme si notre société, on a l'impression qu'on respecte le rythme de l'enfant en répondant à des caprices, notamment en termes de possession de téléphone et ainsi de suite, et qu'on oublie que non, on doit revenir à des besoins en termes de développement. Et je suis quelqu'un qui est très axé sur la bienveillance, très axé sur le rythme de l'enfant, mais en même temps, je suis très exigeant. J'étais très exigeant comme enseignant. Je suis très exigeant comme papa et comme beau-père, mais en termes de valeurs. Donc, à ce moment-là, on ne nourrit plus un enfant roi, on nourrit un enfant qui mature, qui se développe, qui est autonome. Je te voyais réagir. C'est parce que ça me parle énormément, parce que ce qui me frappe beaucoup dans les classes actuellement à l'éducation préscolaire, c'est que les enfants ont vraiment 100% d'attention à la maison, donc ils s'attendent aussi à avoir ce 100% d'attention-là de l'adulte, donc c'est extrêmement difficile parce que chacun veut se faire voir. Puis c'est vrai que les parents vont penser, puis sans mal faire, c'est qu'eux pensent que de prendre du temps avec leur enfant, c'est d'aller dans un centre d'amusement, d'aller au cinéma, puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on l'isole à ce moment-là, l'enfant de la famille, parce qu'on se dit, bien, on va aller répondre à son caprice à lui, d'aller jouer pendant que nous, on va prendre un café, on va être sur notre cellulaire. Alors que les parents ont tout simplement, ce qu'ils ont à faire, c'est de les intégrer dans leur quotidien, tout simplement. L'enfant peut être à côté, juste être en train de jouer, puis le parent peut être là à faire la vaisselle, puis de l'inclure aussi dans ses activités quotidiennes. Mais je pense que les parents ont cette pression-là de la société de dire, bien, pour être un bon parent, ce qu'il faut que je fasse, je dois aller faire les sorties là, qui sont prescrites là, par les gens en général. Mais, puis on est dans le faire, dans l'avoir, puis on oublie l'être. Exact. Revenons aux enfants rois, c'est très important. Donc, qu'est-ce que tu disais, Thierry, concernant le rythme? C'est très important. Vas-y. Oui, ben, c'est-à-dire qu'on discutait de cette logique-là de partir pendant 4 mois, là, à peu près, jusqu'à Noël, où les enfants doivent se lever tous les jours ou presque, etc. Et donc ça a aucun... On disait que l'école
correspondait à des besoins de la société, mais pas à ceux de l'enfant. Oui. Bon, ben là, on est exactement dans cette logique-là. Et dans les écoles alternatives, ça fait très longtemps, depuis, parce que tous les grands pédagogues, ils sont nés en 1800 et quelques. Donc, depuis, on parle de ces questions-là. Il y a des écoles démocratiques, par exemple. Moi, j'étais parrain de plusieurs écoles démocratiques en Europe. Et puis, par exemple, on arrive entre 8h et 10h le matin, et on peut repartir entre 3h et 5h l'après-midi. Ce qui fait que ça permet d'adapter ça. Et puis, comme il y a beaucoup de travail personnel, finalement, ça ne change absolument rien. Je suis sûr que d'un petit tricotage avec les services de garde tels qu'ils sont organisés au Québec, ça pourrait se réfléchir assez facilement, en fait. Mais bon, voilà. Donc ça pourrait être, sans être genre la solution universelle, mais une petite soupape pour les ados, notamment. La Californie, alors pas une école en Californie, mais l'État de Californie vient de retarder d'une demi-heure l'entrée en classe des ados. C'est rien, une demi-heure. Mais disons que l'État a commencé à faire cette réflexion-là. Donc on attend... Mais il y a de plus en plus d'écoles aux États-Unis où on commence même pour les secondaires, seulement l'école vers 10h30, 11h. Parce qu'on dit que le rythme de l'adolescent, justement, il ne devrait pas être assis d'école avant 10 heures. Exactement, parce que comme la mélatonine ne se libère pas de la même manière dans le cerveau d'un ado que dans l'enfant ou l'adulte, ça fait en sorte que son rythme de sommeil est décalé vers la matinée. Donc, quand le week-end, ils veulent dormir plus longtemps, ils ne sont pas paresseux, ils ont juste besoin de dormir un peu plus. Et quand on respecte ce rythme-là, à ce moment-là, l'enfant, l'ado plutôt, quand il va à l'école, mais il est disponible physiquement pour appréhender la matière, tu sais. Mais là, en fait, on se questionne sur le rythme, mais si on a ce rythme-là qui est imposé, il y a une raison. Je veux dire, moi, j'entends là, derrière les parents dire « Oui, mais moi, il faut que j'aille travailler, faut que je fasse, faut que je ramène, c'est ça, de l'argent, il faut que je nourrisse mes enfants, faut que... » Donc là, c'est ça, on est comme pris un peu là-dedans. Donc, j'aurais envie de t'entendre, oui. Bien, moi, je repartirais sur ce que tu dis parce qu'on oublie que l'enfant de 5 ans, il y a 20 ans, il y avait aussi 5 ans, biologiquement parlant puis neurologiquement parlant. Aujourd'hui, moi, quand je suis allée à l'école, c'était une demi-journée. Ça respectait bien, je pense. Mais ma mère était à la maison. Oui. Maintenant, les femmes se sont émancipées, ce qui est une bonne chose. Mais en bout de ligne, ce qui arrive, c'est que les enfants ont encore 5 ans. Ils ont encore 4 ans d'âge. On leur demande le double de ce que nous, on nous demandait quand on était petits. Exact. Mais, donc, je pense vraiment que ça part de la société puis des besoins de la société. Donc c'est au-delà du système. C'est une question de société, donc ça concerne tout le monde. Parce que oui. Mais je crois que si on peut arriver à réfléchir à ce qu'on veut comme vie, c'est certain que les entreprises autour de nous vont tout faire pour nous convaincre qu'on a absolument besoin de ceci ou de cela. Et je crois que... Oui, non, c'est vous, Joël, parce que je trouve que les entreprises évoluent beaucoup plus vite que l'école, en fait, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont en moitié en télétravail, en moitié à la maison, on adapte les horaires, on travaille que 4 jours semaine. En fait, il y a plein d'entreprises, en tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres, mais en tout cas, il y a beaucoup, moi, tous mes amis, ils sont tous dans des aménagements de temps, etc., etc. Et l'école qui est calquée sur le modèle de l'usine, finalement, et des horaires de l'usine, elle n'a pas bougé, par contre. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a plein d'entreprises qui ont déjà bougé. Alors, à quand ça va suivre un peu? Bien, croyez-vous que la pandémie a été une bonne chose dans ce sens-là? Parce que les parents ont appris à faire les choses différemment, alors que jamais on n'aurait cru que, puis les patrons, surtout pas, c'était pas désiré. Mais bon, ça en est venu à ça. C'est devenu presque une formule gagnante. Est-ce qu'on pourrait peut-être partir de cette base de la pandémie, ce que ça a provoqué? Prise de conscience. Moi, je le vois au niveau du ministère de l'Éducation, je le vois au niveau des services sociaux, je le vois au niveau de la santé publique. C'est qu'il y a des prises de conscience qui se sont faites à travers toutes les réalités qu'on a traversées ou qu'on a vécues à travers la crise sanitaire. Et j'espère qu'on va être capable de pouvoir utiliser justement cette connaissance-là pour pouvoir remettre en question les choses. Mais en même temps, tu sais, tantôt, tu disais 12 enfants dans ta classe. C'est extraordinaire. C'est le chiffre qu'on devrait avoir. À l'école primaire, on ne devrait pas avoir plus que 12 enfants. On devrait avoir maximum 20 enfants. Mais ça devient un choix de société. Est-ce qu'on est prêt à avoir un certain nombre de professeurs? Dans une période de pénurie, on est bien embêté. Ouais. Donc, à ce moment-là, on fait quoi? On commence par quoi? Et c'est là que pour les gouvernements, les décideurs, les organisateurs d'écoles, ça devient très difficile de pouvoir arriver. Sauf qu'ils ne le feront, ils ne bougeront qu'à partir du moment où les gens demanderont à bouger. Aussi bien l'enseignant qui dit « Moi, je veux avoir des
bonnes conditions pour travailler et je vais raccrocher, je pense à tous les professeurs qui s'en vont dans les premières années après leur diplomation, que pour les parents de soutenir, peut-être que ici on ouvre plus la présence des parents. Tu parlais d'une grand-maman qui vient t'aider dans la classe, bien, peut-être que l'aide, on peut l'avoir de cette manière-là. Donc, on peut repenser notre société, repenser nos écoles, pas comme des ennemis, pas comme de la compétition, mais comment est-ce qu'on s'entraide pour aider nos enfants qui sont en souffrance pour le moment? Oui. Je pense que la prise de conscience, elle est là, je suis d'accord. Maintenant, les parents ont peut-être besoin plus comme de moyens pour y arriver. Ils sont comme pris dans un cercle où on consomme beaucoup, on dépense, il faut travailler pour payer ce qu'on achète, qu'on est beaucoup dans une société de consommation. Fait que je pense qu'ils sont comme pris un peu là-dedans de... Ils y sont pris, c'est financièrement, mécaniquement, etc. Mais il y a aussi des blocages mentaux. Moi, j'ai une petite expérience en 30 secondes, c'est que je travaillais beaucoup sur des centres de vacances. Et à un moment donné, on se demandait, par exemple, au Québec, personne ne se posait la question sur les camps d'été, par exemple, est-ce qu'il faut réveiller les enfants pour qu'ils participent aux activités collectives, ou ils sont en vacances, est-ce qu'on ne pourrait pas les laisser dormir? Bon, ben, c'est pas tant qu'on pourrait débattre de la réponse, mais la question n'existe pas. Dans tous les camps d'été du Québec, on réveille les enfants, that's all. La question n'existe pas. Et moi, j'étais sur le centre de vacances que j'ai dirigé, enfin, j'ai travaillé en cuisine, j'ai été un peu à tous les postes, donc j'ai pu mesurer ce truc-là, où on dit, mais pourquoi on les réveille? Et donc, on a décidé de ne plus jamais réveiller les enfants. Et ça ne pose absolument aucun problème, ni aux cuisines, ni au personnel de ménage, ni à personne en fait, ni aux animateurs, ni à personne. Et en fait, on n'a absolument rien changé. Il n'y a pas eu besoin de moyens en plus, il n'y a pas eu besoin de... On n'a rien changé, on a juste arrêté de réveiller les enfants. Quand l'enfant se réveillait, il prenait un fruit, quelque chose, on l'amenait sur l'activité et c'était fini. Donc là, c'était juste un blocage mental en fait. Et ça fait 20 ans maintenant qu'on ne réveille plus les enfants sur ces camps d'été-là. Et donc, avec l'école, il faudrait avoir aussi des espèces de petits verrous qui sautent comme ça et qui ne demanderaient pas forcément beaucoup de moyens en plus. Je parlais d'arriver de 8 à 10, de 3 à 5, etc. Avec les services de garde, à mon avis, ça se tricoterait sans rajouter plus de budget. Ou quoi. Il y aurait quelque chose à faire, en fait. Et peut-être que si les entreprises permettent justement des horaires décalés, le parent va peut-être laisser dormir plus longtemps son enfant et pourrait à ce moment-là travailler un peu plus tard et ainsi de suite. On peut jouer. Tout peut s'imbriquer très, 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 très bien, c'est certainement. La présence des parents en classe, pour l'avoir vécu, c'est vraiment extraordinaire. C'est un soutien incroyable. Ils ont beaucoup à offrir par leur présence, par leurs expériences. C'est riche. Donc, j'ai pu le vivre dans le milieu alternatif, mais d'avoir 3 parents en classe qui chacun anime un petit atelier. Pendant ce temps-là, moi, j'étais avec 5 élèves, on peaufine la lecture. C'est des moments de rêve. C'est sûr que ça demande beaucoup d'organisation, mais on voit des choses. J'imagine que le temps d'organisation que ça prend, c'est un peu moins de découragement, c'est un peu moins d'épuisement mental, c'est un peu moins de charge cognitive. Et petit à petit, à ce moment-là, la vie s'organise autrement. C'est collaborer. On collaborait, je me sentais moins seule. Parents et grands-parents, les grands-parents n'attendent que ça, finalement. Oui, vraiment, c'est merveilleux. C'est une façon de réintégrer nos aînés dans la société avec les enfants. C'est l'affaire de tous, hein? Oui, je pense que si tout le monde y met du sien, tout le monde se sent concerné, puis peut-être que ça peut faire avancer les choses. Eh bien, Joël, je crois qu'on va avoir de quoi rediscuter encore. On n'a pas fini. Il faut alors faire nos devoirs puis aller plus loin pour faire bouger les choses. Puis moi, je prends note. J'ai la chance de pouvoir travailler avec le ministre de l'Éducation puis travailler à différents comités. J'ai pris des notes. Je pense qu'on va avoir des bonnes idées. Je pense qu'il faudrait vraiment réviser tout ça. Merci, chers invités. Merci, Jade Dufort. Merci, Thierry Pardo. Merci. Merci, Véronique Dalpé. Je vous remercie infiniment d'avoir été là et d'avoir discuté. Et continuons à faire aller nos ménages pour apporter un changement significatif pour le bien de tous, finalement, des adultes, des enfants, des adolescents, et faire en sorte qu'on ait une société meilleure. Oui, parce qu'en fait, ce sont ces enfants-là qui seront les adultes de demain. Et les adultes d'aujourd'hui seront peut-être les aînés de demain aussi. Donc, ils vont avoir besoin d'une société avec des adultes épanouis qui continuent à faire tourner la machine. Donc, ce n'est pas juste les enfants, c'est l'ensemble de nos sociétés. L'ensemble de notre société. Soyons concernés tous et chacun. À la prochaine. Au revoir.